Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain. Christophe Debiens. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans La planète demain, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'écologie positive et raisonnée, ainsi qu'aux porteurs de solutions et de projets innovants pour un avenir bien entendu durable. Alors dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir Ovariste Trung, président directeur général de la société Illico, pionnière de la mobilité lourde à hydrogène en France et en Europe. Mais pour l'heure, nous avons l'honneur de recevoir dans nos studios Philippe Rodriguez, actuel dirigeant de la banque Avolta, une banque d'affaires, et co-auteur avec François de Rugy, l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, d'un ouvrage publié aux éditions Duno, intitulé « La technologie peut-elle sauver la planète ?» Bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Alors dans votre nouveau livre, vous abordez le sujet de la transition écologique de façon plutôt pragmatique et optimiste, et qui plus est soutenue par l'innovation et les nouvelles technologies. Vous avez bien sûr, avec François de Rugy, enrichi cet ouvrage de vos expériences respectives et complémentaires, tant sur un plan politique qu'économique. Mais qu'est-ce qui vous a réellement motivé à publier cet ouvrage tous les deux ? François et moi, on a un parcours très différent. Lui, c'est un parcours essentiellement politique au service de l'écologie depuis des années. Et pour ma part, en fait, c'était plutôt une mission autour du financement de l'innovation dans la transition énergétique, qui est une partie de ce que fait la banque d'affaires que je dirige, qui s'appelle Avolta. Et on s'est rendu compte, en parlant tous les deux, puisque nous travaillons ensemble maintenant dans la même banque, on s'est rendu compte en fait que nos expériences étaient très complémentaires et apportaient l'un à l'autre. Et après avoir parlé avec beaucoup d'entrepreneurs partout en Europe sur ces sujets de transition écologique, on s'est dit qu'il y avait du travail. Qu'il y avait du travail en fait pour financer ces différentes innovations parce que l'Europe ne fonctionnait pas au rythme qui était nécessaire pour pouvoir rester dans la course. Alors, on entend souvent dire que l'innovation technologique est indispensable pour réussir la transition énergétique. Vous en parliez il y a un instant. Mais que pensez-vous que pensez-vous qu'on en surestime parfois le rôle ? De l'innovation ? Oui. Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'innovation dans la transition énergétique. On a de l'innovation qui est de l'innovation finalement d'amélioration. Une innovation au pas à pas, en quelque sorte, dans lequel on prend des technologies existantes et que l'on va essayer d'améliorer ou d'intégrer des nouvelles technologies à l'intérieur de processus qui sont existants. Et puis, d'un autre côté, on a de l'innovation de rupture. Une innovation disruptive, comme on dit. Oui. Et cette innovation, là, elle est beaucoup plus long terme, beaucoup plus risquée, nécessite beaucoup plus d'investissement que la première. L'Allemagne est très très forte pour en fait cette innovation pas à pas, cette innovation évolutive en fait. Et nous, on investit à la fois par des fonds privés et des fonds publics, également dans cette innovation en France, dans cette innovation d'amélioration. Néanmoins, elle ne suffit pas pour les défis du climat de demain. Et donc, on a besoin aussi d'innovation de rupture pour pouvoir mettre en place la fusion nucléaire, pour mettre en place différentes nouvelles technologies dont on pourrait avoir besoin d'ici quelques années. Bien sûr. Alors vous évoquez souvent dans votre livre des blocages politiques et géopolitiques. Alors justement, dans le grand chamboulement géopolitique actuel et dans la transition énergétique qui opère dans un même temps, quel est le rôle pour l'innovation et les nouvelles technologies ? Il est crucial. Il est crucial parce que, d'une part, on vit ce chamboulement et il va falloir y réagir, mais on peut aussi dire que ce chamboulement est dû aux besoins de ces nouvelles chaînes de valeur qui sont nécessaires pour cette innovation. On pourrait parler des terres rares, par exemple. On pourrait parler évidemment de l'accès à différentes énergies, mais aussi d'accès à des différents talents qui permettent de mettre en place ces nouveaux systèmes d'énergie. Donc, en fait, c'est à la fois une réaction, mais c'est également ces chamboulements sont aussi les causes et les conséquences de cette transformation énergétique. Et vous pensez qu'il est difficile ou facile d'avoir une politique énergétique européenne unifiée face à la Chine et maintenant aux États-Unis ? On a fait beaucoup de progrès en Europe sur ce sujet-là. L'Europe a effectivement une politique énergétique qui est commune. C'est l'article 149
du fonctionnement de l'Union européenne, qui fonctionne et qui permet en fait de s'assurer qu'on ait une politique énergétique commune. Néanmoins, chacun des pays ensuite sa propre politique nationale, énergie-climat, ou sa propre politique. Et on s'aperçoit qu'effectivement, la France avec le nucléaire, l'Allemagne avec le gaz, la Scandinavie et les pays du Sud avec beaucoup d'énergie de type ENR, tout ça peut être une chance en termes de complémentarité de l'ensemble de ces moyens de produire de l'énergie. Mais on manque probablement sur le sujet de la transformation avec précisément l'innovation technologique qu'il faut apporter dans cette transition énergétique, de l'empêchement de créer des doublons. On a tout un système de millefeuille en termes de financement qui fait qu'on peut très bien imaginer qu'on va financer les mêmes technologies ici en France et plus tard en Suède, alors qu'on aurait peut-être plutôt intérêt à créer la même entreprise qui serait mieux financée. Et pendant ce temps, les États-Unis et la Chine courent devant. Alors, justement, vous pensez qu'il est important dans cette transition énergétique d'orienter les financements vers des choix beaucoup plus stratégiques ? Ça dépend de ce qu'on appelle stratégique. Comme je le disais tout à l'heure, stratégique, ça peut être l'amélioration de l'innovation. Oui, il faut le faire. Si stratégique, c'est véritablement de rentrer dans une phase dans laquelle on donne des moyens pour pouvoir financer de vraies innovations disruptives, alors oui, je pense qu'il faut le faire. Il faut se poser la question de la dualité du financement privé et du financement public. Pour ma part, je pense qu'il y a beaucoup trop de financements publics qui partent dans de l'accompagnement, de l'amélioration des innovations existantes et pas assez dans les technologies de rupture, et qu'il va falloir en fait qu'on ait une vision politique qui donne en fait un chemin très clair sur ces financements publics qui doivent être faits pour permettre ces innovations de rupture. En tous les cas, à nouveau, c'est ce que font très bien les États-Unis et la Chine de façon très différente, mais en tous les cas qu'ils font très très bien pour pouvoir permettre ces nouveaux financements. Alors vous soulignez aussi dans votre livre que l'inaction coûte plus cher que la transition énergétique. Pourquoi ce message peine-t-il à convaincre des décideurs économiques et politiques ? Le court terme, je pense que en fait le court terme a tendance à tuer effectivement ces décisions qui nécessitent une vision long terme et qui nous permettent d'avoir à la fois une écologie, un système durable, mais également en fait une économie qui soit viable et puis fatalement aussi une désirabilité sociale. Il ne faut pas qu'on soit dans un environnement qui serait pas désirable socialement. Donc ces trois choses ont besoin en fait de temps pour se mettre en place. Elles sont un avenir qui est plutôt lointain. Malheureusement, à la fois nos politiques, dû à leurs contraintes électoralistes, et en même temps les financiers qui ont besoin de retours assez immédiats, font qu'ils sont les plus mal adaptés l'un et l'autre pour pouvoir prendre des décisions concernant le climat. Alors, parlons nucléaire, qui est souvent perçu comme une énergie du passé. Pourquoi le décrivez-vous pourtant comme indispensable à un avenir énergétique ? Je pense que le nucléaire est à la fois légitime et c'est surtout la meilleure solution raisonnable pour pouvoir en fait avoir à la fois une capacité de production stable, mais également pilotable, de façon à ce qu'on soit capable de piloter ce niveau d'énergie dont on a besoin et que l'on puisse ajuster la production à la consommation, ce que l'on ne sait pas faire en fait avec des énergies qui sont des productions d'énergie qui sont intermittentes. Donc aujourd'hui, on sent très bien qu'en Europe, le pari en fait du nucléaire, qui est un pari qu'on a fait très tôt en France, est en train de gagner la totalité des pays, même si ça prendra plus de temps pour certains, mais on sent qu'il y a quand même tout un tas de mouvements, notamment en Allemagne où ça bouge beaucoup, l'Italie qui a beaucoup évolué aussi sur ces sujets. Et donc on sent bien en fait que cette énergie est tout à fait nécessaire. On sait aussi que c'est la moins carbonée en fait de toutes les énergies et d'assez loin. Et donc finalement c'est un pari qui est un pari tout à fait légitime. Et c'est un pari aussi stratégique parce que lorsqu'on y regarde de très près, il apporte aussi cette complémentarité aux ENR dont on a besoin. Ou du moins c'est les ENR qui servent de complémentarité au nucléaire chez nous, mais dans les autres pays, ça peut être le contraire. Et puis, j'aimerais parler d'un dernier point, qui est aussi la décarbonation de l'industrie, qui peut être fait avec cette nouvelle
cette nouvelle génération de réacteurs qui sont de petits réacteurs produits en série, ces fameux SMR. Et c'est SMR qui gagnent beaucoup aujourd'hui en puissance et qui vont permettre d'avoir un réacteur nucléaire très très près d'une zone industrielle dans laquelle on fera soit de la chimie, soit de l'acier. Voilà. Alors votre livre est un véritable programme d'action et de solutions toujours positives, abordé avec ambition et optimisme pour impulser de façon réaliste un changement de paradigme. Je vous remercie très sincèrement, cher Philippe Rodriguez, dirigeant de la banque d'affaires Avolta, qui, je le rappelle, a publié en duo avec François de Rugy, que je salue d'ailleurs au passage, un livre aux éditions du Node intitulé « La technologie peut-elle sauver la planète ?» et que je vous recommande. Je vous remercie. On se retrouve dans un court instant avec Thibault, le French Trotter, pour un reportage en immersion. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Et il est maintenant l'heure de retrouver Thibault, notre French Trotter. La semaine dernière, Thibault nous avait fait découvrir Netatmo, marque leader dans les objets connectés, comme le thermostat connecté qui permet de réduire le gaspillage énergétique. Aujourd'hui, suite de la visite avec une immersion dans les labos de Boulogne-Billancourt, où sont conçus tous ces objets. Thibault est en compagnie de Marc Chachereau, le directeur de la recherche et du développement. Bonjour Thibault. Là, vous êtes monté au 7e étage du bâtiment et Frédéric nous a rejoint. Et Frédéric est responsable de l'équipe électronique, mécanique et industrialisation de Netatmo. Et je pense qu'il est le mieux placé pour vous parler de l'intérieur de nos produits et comment la conception des produits démarre et aboutit finalement. Alors dites-nous Frédéric, quel est votre rôle au sein de Netatmo ? Alors moi je suis responsable du hardware à Netatmo, donc le hardware par opposition au software, ça va être tout ce qui est matériel. Donc ça va être de la mécanique, de l'électronique et puis de l'industrialisation. Alors de la mécanique c'est quoi ? Ça va être la coque mécanique de nos produits. À l'intérieur on va avoir une électronique, donc des cartes électroniques. Ces cartes électroniques, ce sont nous qui les concevons au bureau d'études. Et tout ça, après, il faut le rendre industrialisable. Et donc là, on a une équipe industrialisation qui fait le pont entre le bureau d'études ici, à Boulogne-Billancourt, et nos usines. Par exemple, là, vous étiez en train de tester quel matériel ? Par exemple, là, on travaillait sur des thermostats, sur notre thermostat connecté. Ouais. Par exemple, on effectue des mesures de consommation, des mesures de puissance radio, des mesures de compatibilité électromagnétique, etc., etc. Je me tourne vers Marc. J'imagine qu'il y a une politique RSE au sein de Netatmo. Vous faites particulièrement attention aux matières premières que vous utilisez, leur durabilité. Oui, ça s'appelle l'éco-conception de manière générale. C'est quelque chose d'extrêmement sensible. En plus, on suit les règles du groupe Legrand, qui est un groupe du CAC 40 et qui a un cahier des charges extrêmement précis. Donc en fait, tous nos produits sont éco-conçus et on mesure finalement l'impact environnemental de tous nos produits. C'est d'ailleurs une activité de maintenance de nos produits très importante. C'est améliorer l'éco-conception des produits existants. Et l'éco-conception, ce n'est pas que le design, c'est aussi gérer toute la phase, tout le cycle de vie d'un produit. Après, ce que je peux vous dire, c'est que finalement, ce qui est assez unique dans le domaine des objets connectés, c'est que tous les métiers techniques d'une R&D se retrouvent autour du produit. Là, finalement, on peut voir un peu ça comme une chaîne de valeur. Et là, on a l'équipe mécanique qui met en boîte de l'électronique. Puis, une fois que l'électronique et la mécanique ont défini le produit commence à vivre grâce à du logiciel embarqué. Donc, vous avez d'autres équipes juste après qu'on ira voir qui font le logiciel embarqué et qui programment finalement ces cartes électroniques, qui permettent aux algorithmes de régulation de chauffage de tourner dans votre maison. Mais le savoir-faire en fait de Netatmo, c'est de savoir connecter ces produits-là au cloud et pouvoir transmettre des informations et des données dans nos infrastructures internet, ce qu'on appelle le cloud en général. Vraiment, l'intelligence est dans l'objet et le cloud lui transmet de l'information pour devenir encore plus intelligent, si vous voulez, pour le nourrir. On passe à la suite ? Ouais. Donc on est où ? Alors là, on va parler un peu doucement parce que les gens travaillent, mais on a nos deux développeurs logiciels embarqués, donc ceux qui créent l'intelligence dans les produits là. Donc évidemment, on est sorti d'un cadre labo, on est dans un cadre bureau avec des gens qui travaillent derrière leurs écrans. L'essentiel de leur travail, en fait, c'est de travailler sur des mises à jour de produits et bien sûr la création de nouveaux produits. Donc on travaille pour le monde entier. Toute la R&D connectée est ici à Boulogne. Voilà. Donc je pense que vous avez bien la vue maintenant. Donc l'Internet des objets, c'est ça. Et pour rendre des services aux utilisateurs, que ce soit de l'efficacité énergétique ou du confort tout simplement, ou de la sécurité pour de la sécurité chez soi pour toute une gamme de nos produits, spécifiquement les caméras. Voilà.
Eh bien, désormais, vous savez tout sur Netatmo et ses objets connectés qui allient confort, sécurité et respect de l'environnement. Merci Thibaut, on vous retrouvera dimanche prochain à la même heure pour de nouvelles aventures. Mais nous voici de retour dans les studios de Sud Radio avec notre second invité, Ovaris Trung, président directeur général de la société Illico, pionnière de la mobilité lourde à hydrogène en France et en Europe. Bonjour Ovaris. Bonjour Christophe. Alors la filière du transport de marchandises et de la logistique représente environ 10% des émissions de CO2 en France et d'environ 19% en Europe. Et les poids lourds représentent à eux seuls le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre en France. Et le transport est le seul secteur où les émissions de CO2 continuent d'augmenter. Ça commence mal, hein, ça commence très mal. En même temps, l'Union européenne impose aux camions neufs notamment, de réduire leurs émissions de CO2 de 30% d'ici à 2030. Et elle s'est également engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Alors, selon vous, cher Ovaris, ce dernier objectif est-il réalisable avec la seule option de l'électrique ? Tout à fait, Christophe. Je pense que nous avons besoin en fait de toutes les énergies propres aujourd'hui pour pouvoir décarboner en fait ce transport. Comme vous l'avez dit, malheureusement, le transport en fait correspond à une demande qui ne fait qu'augmenter. Donc ces émissions continuent en fait à augmenter d'année en année et il faut pouvoir basculer vers des énergies propres pour pouvoir atteindre cette neutralité carbone. L'électrique est une très bonne solution, mais il y a aussi en fait l'hydrogène. Et les deux se combinent très bien pour pouvoir permettre donc aux transporteurs de pouvoir passer très rapidement à ces véhicules qui sont zéro émission et pouvoir atteindre cette neutralité carbone. Ce que nous faisons chez Illico, c'est de pouvoir permettre justement à ces transporteurs de pouvoir utiliser l'hydrogène en complémentarité avec l'électricité. Dans la pratique, nous fournissons une offre clé en main, donc une solution pour pouvoir décarboner, qui est déjà opérationnelle aujourd'hui, qui comprend la location d'un camion hydrogène, l'accès à une station de distribution hydrogène et donc la consommation d'un hydrogène qui est renouvelable. Et puis, bien sûr, tous les services qui sont associés, que ce soit l'entretien, la maintenance ou le digital pour pouvoir suivre les empreintes carbone donc de ces moyens de locomotion zéro émission. Aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir confirmer que l'hydrogène fonctionne en fait dans la pratique, puisque depuis l'année dernière, on a nos premiers camions hydrogène qui sont sur les routes. Et dans le sud de la région Île-de-France, vous devez avoir la possibilité aujourd'hui de les croiser. Alors, quels sont les avantages des camions hydrogène et pour quels usages ont-ils particulièrement été adéquats dans la transition écologique, pardon ? Complètement. Donc, pour la transition écologique, on a besoin de ces énergies. Et aujourd'hui, l'hydrogène complète très bien donc une solution qui est l'électrique à batterie, qui existe aussi en fait pour les camions, lorsque vous avez besoin d'autonomie. Donc, pour vous donner une règle en fait aujourd'hui, on estime qu'au-delà en fait de 400 km de besoin d'autonomie sur un seul plein ou une seule recharge, il vaut mieux passer à l'hydrogène pour pouvoir justement remplir toutes ces missions. Lorsque vous êtes sur un besoin énergétique qui est un petit peu intense, lorsque vous êtes par exemple, vous avez besoin en fait de réfrigérer vos marchandises, pour le froid, pour l'alimentaire, pour le surgelé, pour pouvoir livrer justement ces supermarchés. L'autonomie des véhicules électriques va plutôt avoisiner les 250 km et pour pouvoir utiliser donc des poids lourds pour pouvoir livrer donc les supermarchés en zéro émission, il vaut mieux passer à l'hydrogène, d'autant plus que la plupart du temps, on livre une fois le matin, une fois l'après-midi. Et donc, il faut pouvoir tourner avec ces fortes rotations. Et depuis quand vos camions ont-ils le droit de prendre la route ? Puisque, en fait, c'est du rétrofit, je crois, hein, c'est ça ? Complètement. Donc, on propose donc aux transporteurs de pouvoir utiliser, en fait, des poids lourds dont ils disposent et de les transformer en hydrogène. Autrement dit, on refait un camion à partir d'un camion. On prend un camion diesel, on le transforme en véhicule propre. Donc, on lui permet, en fait, de vivre cette seconde vie et donc de démarrer son circuit dans l'économie circulaire. Et vous faites ça depuis quand ? Nous, on fait ça depuis 3 ans. Et donc, après 2 ans de recherche et de développement, on est ravi en fait d'avoir réussi à livrer cette innovation dans le marché depuis le début de l'été 2024. Donc cela fonctionne aujourd'hui ? Ça fonctionne, c'est homologué, ça roule en toute sécurité et on est en exploitation commerciale, c'est-à-dire que tous les jours pendant la semaine, vous allez avoir des véhicules qui circulent sur la région sud de l'Île-de-France, aussi bien pour la livraison de construction de matériaux, mais aussi les denrées alimentaires et le surgelé pour la grande distribution. Mais vous êtes le seul en France à faire rouler des camions hydrogène ? On est, comme vous le dites, en fait, les pionniers. On est le premier acteur aujourd'hui en France du camion hydrogène. Et notre conviction, c'est justement que l'hydrogène fait partie de ce mix énergétique dont on a besoin demain,
donc des solutions qui vont sauver la planète demain, mais on sait déjà en fait les mettre en place aujourd'hui. Alors j'ai cru lire que vos camions ont servi durant les Jeux Olympiques à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr, donc on a eu la joie de pouvoir exploiter des véhicules, donc des camions hydrogène avec notre partenaire, mais aussi notre fournisseur de piles à combustible qui s'appelle Toyota. Comme vous savez, Toyota équipe un certain nombre de voitures avec ces piles à combustible et ont donc dans leur catalogue des voitures hydrogène. On a fait la même chose dans le cadre des Jeux Olympiques puisque Toyota était en fait un sponsor global des Jeux et dans ce cadre-là, ils ont fait une opération en fait de présentation de tous les cas d'usage de l'hydrogène, de la voiture, de l'utilitaire, du bus, du car et bien sûr du camion. Alors, vous êtes évidemment concerné par l'hydrogène et vous en faites l'usage. Pourtant, on voit beaucoup d'incitations sur les véhicules électriques. Comment expliquez-vous cette position ? Alors aujourd'hui, il y a une compréhension en fait du fait que le véhicule électrique à batterie est un véhicule zéro émission qui permet de couvrir un certain nombre en fait de cas d'usage. Alors c'est vrai pour le véhicule léger, donc pour la voiture, beaucoup d'usages vont être électrifiés. Lorsqu'il s'agit en fait d'aller sur des usages qui sont plutôt des usages de poids lourds avec un camion, on se rend compte en fait que c'est pas forcément si simple que ça. Donc il y a un certain nombre de cas d'usage qui se prêtent très bien à l'électrique. Donc on l'a dit, jusqu'à 400 km lorsqu'il n'y a pas forcément besoin en fait de beaucoup d'énergie sur le véhicule, jusqu'à 250 km s'il faut pouvoir utiliser par exemple des frigos à bord. Et pour le reste, il faut pouvoir proposer une solution. Si on n'avait pas une solution comme l'hydrogène pour pouvoir décarboner, on ne décarbonerait avec l'électrique qu'une partie en fait des moyens de transport aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous convaincus qu'il faut pouvoir faire cet effort-là si on veut que demain, on puisse atteindre cette neutralité. Et selon vous, quelle place occupera la mobilité lourde à hydrogène dans le futur ? Alors, je me calerai du coup sur les perspectives des grands constructeurs, puisque les grands constructeurs estiment qu'aux horizons de 2040, l'hydrogène pourrait couvrir quasiment 50% des cas d'usage du poids lourd qui serait zéro émission. Et donc la filière hydrogène, est-ce qu'elle est positive pour l'économie locale ? L'hydrogène, c'est un vecteur en fait qui est nécessaire pour pouvoir relocaliser et restaurer de la souveraineté énergétique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a la possibilité aujourd'hui de produire de l'hydrogène localement. Il faut pouvoir utiliser donc de l'électricité renouvelable qu'on va pouvoir donc électrolyser localement avec des petites unités de production hydrogène pour pouvoir ensuite le distribuer, soit vers une station de distribution hydrogène telle qu'on l'a pour les usages de mobilité hydrogène, dont les camions, mais aussi de pouvoir les fournir donc au secteur industriel, puisque beaucoup d'industriels aujourd'hui consomment de l'hydrogène dans leur processus industriel. L'important, c'est que cet hydrogène doit être renouvelable. Merci beaucoup, cher Ovary Strung, président directeur général de la société Illico, pionnière de la mobilité lourde à hydrogène en France et en Europe. Il est temps pour moi de vous donner rendez-vous dimanche prochain à 12h30 sur Sud Radio, La Planète Demain, et de vous souhaiter un excellent week-end, fin de week-end, fin de dimanche même, et une excellente semaine, surtout sous le signe de l'écologie positive, bien sûr, à dimanche prochain. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debiens.